J'ai découvert que j'étais enceinte et la famille de mon mari était furieuse. Tu essaies juste de le piéger, a crié sa mère. Quelques jours plus tard, j'étais enfermée hors de notre maison avec toutes mes affaires dans des sacs poubelles. Mon mari m'a envoyé un texto: avorte ou ne reviens pas. Je me tenais là sous la pluie en murmurant: j'élèverai ce bébé sans toi. Puis un étranger s'est arrêté avec une enveloppe et a dit: vous allez vouloir voir ça avant de décider. Je n'aurais jamais pensé être le genre de femme qui se retrouverait enfermée hors de chez elle avec ses affaires dans des sacs poubelles, enceinte, seule, humiliée. Mais c'est exactement ce qui m'est arrivé il y a 2 mois à Andersonville, en Caroline du Nord. Je m'appelle Ray, j'ai 29 ans. J'ai grandi dans une famille ouvrière du Tennessee. Je n'ai jamais rien demandé de plus qu'une vie tranquille, une famille et quelqu'un avec qui construire. J'ai rencontré Brent il y a 3 ans lors d'un barbecue chez des amis. Il était facile à parler, avait un bon travail dans la gestion de la construction et semblait être le genre d'homme qui ne voulait pas de drame. C'est ce que je recherchais. Je n'essayais pas de sortir avec un prince, je voulais juste quelqu'un de solide. Nous sommes sortis ensemble pendant un peu plus d'1 an avant de nous marier. Il n'était pas super romantique, mais il était fiable, du moins je le pensais. Il ne buvait pas beaucoup, ne courait pas partout et avait un emploi stable. Il a acheté une maison juste avant notre mariage, disant qu'il voulait que nous commencions une vie ensemble. À l'époque, je trouvais ça mignon. J'ai emménagé juste après le mariage. Les choses allaient bien au début, mais il y avait un gros problème dès le départ, sa mère, Janice. Elle ne cachait pas ce qu'elle pensait de moi. Elle était froide dès le premier jour. Jugeante. Elle faisait des commentaires comme: oh, tu es allé à l'université communautaire. C'est bien. Ou, l'ancienne petite amie de Brent avait une allure si soignée. Jamais d'insultes directes, mais assez pour piquer. J'ai essayé de la conquérir, vraiment. Je lui ai apporté du pain aux bananes fait maison, j'ai complimenté sa décoration de ferme LED, j'ai souri quand elle faisait des commentaires blessants. Brent disait toujours: elle est juste surprotectrice. Ce n'est rien. Mais c'était quelque chose. Chaque fois que j'étais près d'elle, je me sentais comme un chien errant qu'elle essayait de chasser de son porche. Pourtant, j'aimais Brent. Ou du moins je croyais l'aimer. Et je pensais que si nous avions un bébé, les choses se calmeraient peut-être. Peut-être qu'elle verrait que je faisais vraiment partie de la famille. Alors nous avons commencé à essayer. Il a dit qu'il était prêt. Il m'a dit qu'il voulait être papa. Nous avons arrêté d'utiliser une protection, nous avons parlé des prénoms de bébé. Il a dit qu'il aimait Gavin pour un garçon. Nous avons plaisanté sur la façon dont nous décorerions la chambre du bébé. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'avais peur, mais j'étais aussi excitée. Je pensais qu'il le serait aussi. Je le lui ai dit un mardi soir au hasard. J'avais fait des spaghettis et du pain à l'ail comme toujours. J'ai même pris cette bière de Racine qu'il aimait. J'ai placé le test juste à côté de son assiette, essayant d'être mignonne. Il l'a regardé comme si c'était une menace. « Tu es enceinte ?» Sa voix ne semblait pas heureuse. On aurait dit que je lui avais annoncé la mort de quelqu'un. Ouais, j'ai dit, essayant de rester optimiste. C'est tôt, mais c'est réel. Il n'a rien dit pendant un moment. Il s'est juste levé et est sorti. Il est revenu 20 minutes plus tard et a dit: nous devons parler à mes parents. Je n'ai pas compris. Pourquoi eux? C'était entre nous. Mais je me suis dit qu'il avait peut-être besoin de leur soutien, alors j'ai accepté. Nous sommes allés chez eux le lendemain soir. Janice m'a à peine regardé. Brent leur a dit directement. Le visage de Janice s'est assombri. Elle s'est levée et m'a pointé du doigt comme si j'étais une criminelle. Tu essaies juste de le piéger, a-t-elle dit. Mes oreilles ont commencé à bourdonner. J'ai littéralement regardé autour de la pièce comme si quelqu'un d'autre était là, comme si elle ne pouvait pas me parler. Excusez-moi, j'ai dit. Elle a croisé les bras. Ne fais pas l'idiote. Tu tombes enceinte et soudain, il doit rester avec toi pour toujours. Tu le manipules. Je me suis tournée vers Brent, attendant qu'il me défende. Il n'a pas dit un mot. Lou, son père, a juste marmonné « c'est un gâchis » et est sorti. Je me suis levée et je suis partie. J'ai pleuré tout le chemin du retour.
Je m'attendais à ce qu'il me suive, qu'il appelle. Il ne l'a pas fait pendant des jours. Il m'a à peine parlé. Il rentrait tard. Il dormait sur le canapé. Il ne me regardait pas dans les yeux. Puis, un matin, il l'a dit carrément, « Je pense que tu devrais avorter. » J'étais stupéfaite. Je lui ai dit non. J'ai dit que je voulais ce bébé. Je pensais que nous le voulions tous les deux. Il m'a regardé comme si j'étais une étrangère. Ce n'est pas ce pourquoi j'ai signé, a-t-il dit. Nous n'avons pas beaucoup parlé après ça. Je suis restée dans la chambre d'amis. Je continuais à penser que nous trouverions une solution. Puis, un vendredi, je suis rentrée d'un rendez-vous chez le médecin et tout a changé. Je me suis garée dans l'allée. Quelque chose semblait bizarre. Il y avait des sacs poubelles noirs empilés près des marches de devant. Je me suis approchée. C'étaient les miens. Mes vêtements, mes chaussures, mes produits de soins. Jetés dans des sacs comme des ordures. J'ai essayé ma clé. Ça n'a pas marché. J'ai frappé. Pas de réponse. J'ai cogné à la porte. Toujours rien. Puis j'ai reçu le texto, « Avorte ou ne reviens pas ». C'était tout. Je me tenais là, trempée par la pluie, à regarder la maison que je croyais être la mienne. J'ai murmuré, « J'élèverai ce bébé sans toi ». Juste à ce moment-là, une Camry argentée s'est garée dans l'allée. J'ai reculé d'un pas. Je ne connaissais pas l'homme qui est sorti. Il avait la cinquantaine, une barbe blanche, une casquette de baseball usée. Il s'est approché de moi lentement, tenant une enveloppe. « Vous êtes prêt ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Je n'avais plus rien à perdre. Je pense que vous devez voir ça avant de prendre d'autres décisions. J'ai pris l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait des photos imprimées. Claires comme le jour. Brent avec une autre femme dans un hôtel, dans un restaurant à Spartanburg, en Caroline du Sud. Il ne travaillait pas en dehors de la ville. Il menait une double vie. Il y avait des reçus. Une carte de clé de motel. Un débit de carte de crédit d'une bijouterie. « Qui êtes-vous » ai-je demandé. L'homme a dit, « Je m'appelle Tom. » C'est ma fille qu'il voit. Il a tout expliqué. Léa, sa fille, sortait avec Brent depuis près d'1 an. Brent lui avait dit qu'il était célibataire. Elle l'a découvert récemment et l'a largué. Mais elle était blessée, dévastée. Elle ne voulait pas s'impliquer, a dit Tom. Mais je me suis dit que vous méritiez de savoir. Je me suis sentie malade. Je suis tombée à genoux, juste là, dans l'allée. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à la maison de ma mère à Knoxville. Je n'ai pas dormi. Je ne pouvais pas m'empêcher de repasser tout dans ma tête. Je n'avais rien d'autre que quelques sacs poubelles et un bébé en route. Mais je n'allais pas laisser les choses se terminer ainsi. Il voulait me jeter comme une ordure. Très bien. Mais il avait oublié une chose, je n'avais plus rien à perdre. Et ça rend une personne dangereuse. Quand je suis arrivée chez ma mère à Knoxville, je n'ai pas parlé pendant une journée entière. Je suis juste restée assise sur le vieux canapé en plaid de son salon, tenant mon ventre. Je n'étais pas très avancée, peut-être 8 semaines, mais je me sentais déjà protectrice. Ma mère m'a préparé des œufs brouillés et du pain grillé. J'y ai à peine touché. Elle n'a pas posé trop de questions. Elle m'a juste frotté le dos et a dit, « Il va le regretter. » Attends seulement. Je n'étais pas prête à pleurer. J'avais dépassé ce stade. Je voulais des réponses. Je voulais le contrôle. J'ai commencé par appeler un avocat. Un ami de la famille de l'église m'a recommandé une femme nommée Dietra Mills. Elle était plus âgée, vive, sans fioritures. Je l'ai rencontrée 2 jours plus tard dans un bureau tranquille au-dessus d'un fleuriste. Je lui ai montré les textos, les photos, je lui ai tout raconté. Quand je suis arrivée à la partie où il avait changé les serrures et jeté mes affaires dehors pendant que j'étais enceinte, elle s'est penchée en arrière dans sa chaise et a dit, « Oh, il vient de faire une grosse erreur. » Elle a expliqué que la Caroline du Nord avait des lois protégeant les conjoints d'être expulsés d'un domicile conjugal partagé sans procédure régulière, et la grossesse, ça aggravait les choses pour lui.
Elle a dit que nous pouvions demander une pension alimentaire, poursuivre pour faute conjugale et peut-être même obtenir des dommages-intérêts punitifs si nous pouvions prouver des abus émotionnels. J'ai enfin eu l'impression d'avoir une carte à jouer. Deidra m'a aidé à déposer une plainte immédiatement. Quelques jours plus tard, Brent a été signifié au travail. Il m'a appelé 6 fois de suite ce soir-là. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai parlé à Léa. Tom m'a donné son numéro. Je n'étais pas sûre de devoir la contacter, mais après tout, j'avais besoin de l'entendre directement d'elle. Elle a décroché au 2e coup de fil. Serré, a-t-elle demandé. Oui, tu ne me connais pas, mais je pense que tu me connais. Elle est restée silencieuse pendant une seconde, puis a dit, je suis tellement désolée. Je ne savais pas qu'il était marié. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Il s'est avéré que Brent lui avait dit qu'il louait un logement à Spartanburg pendant qu'il travaillait sur un nouveau bâtiment commercial. Il a dit qu'il n'avait aucun lien sérieux, pas d'enfant, juste un travail prenant. Il l'a rencontré dans un bar sportif. Ils se voyaient depuis 11 mois. Elle avait 2 ans de moins que moi, une infirmière. Elle m'a aussi dit autre chose. Quelque chose pourquoi je n'étais pas prête. J'ai trouvé un reçu pour une bague dans son portefeuille. Il allait faire sa demande. J'ai failli laisser tomber le téléphone. La même semaine, il me suppliait d'avorter. Il prévoyait de demander quelqu'un d'autre en mariage. Je l'ai dit à Deidra. Elle était déjà en train de monter un dossier, mais ce détail a fait briller ses yeux. Nous allons lui faire regretter de nous avoir rencontrés toutes les deux. Et ça ne s'est pas arrêté là. Léa m'a envoyé un texto quelques jours plus tard. Tu connais une femme nommée Cassie? Blonde, un peu forte, vit à Asheville? Je ne la connaissais pas. Elle m'a envoyé des captures d'écran. Brent avait envoyé des messages à une autre femme, lui promettant de quitter la fille qu'il voyait une fois que les choses se seraient calmées. Il jonglait avec 3 femmes, peut-être plus. Et l'une d'elles avait un enfant en bas âge. Elle s'appelait Cassie. Et quand je l'ai contactée, elle savait déjà que quelque chose n'allait pas. Elle pensait sortir avec un célibataire. Elle a dit qu'il était génial avec son fils. Il parlait d'être un beau-père. Il lui avait dit qu'il partirait en vacances cet été. Quand elle a découvert la vérité, elle a pété les plombs. Elle a proposé de témoigner si jamais cela arrivait au tribunal. Brent avait passé des années à construire cette image parfaite. Église le dimanche, beau sourire, emploi stable, mais dans les coulisses, il était un menteur et un tricheur, et j'en avais fini de me taire. J'ai organisé une réunion avec son service des RH. L'entreprise de Brent avait un code d'éthique strict. Je ne voulais pas ruiner sa carrière, mais je voulais qu'ils sachent quel genre de personnes ils avaient chargé de gérer les chantiers, certaines stagiaires et jeunes employés. Je leur ai donné les textos, le harcèlement, les photos de lui jetant mes affaires sur la pelouse. Ils ont dit qu'ils enquêteraient. 2 semaines plus tard, j'ai appris qu'il était suspendu sans solde. Brent a recommencé à envoyer des textos. Son ton avait changé. Nous devrions parler. J'ai fait des erreurs. Pouvons-nous juste nous rencontrer pour un café? Il a même envoyé un message à ma mère. S'il te plaît, dis Harry que je tiens toujours au bébé. J'ai juste peur. Peur? Il n'avait pas peur quand il m'a jeté dehors. Il n'avait pas peur quand il couchait à droite et à gauche à Spartanburg. Il avait peur maintenant parce que son petit monde s'écroulait. Je n'avais pas fini. Un soir, on a frappé à la porte de ma mère. C'était Léa. Elle avait fait tout le chemin depuis la Caroline du Sud. Nous nous sommes assises sur le porche, 2 femmes qui avaient été trompées, trahies, humiliées. Nous avons décidé de faire quelque chose que Brent n'attendrait jamais. Nous avons créé un blog. Ce n'était pas dramatique ou tape à Alexandra Vleuil. Juste un petit site tranquille appelé « 3 vérités ». Chacune de nous écrivant anonymement son histoire. Nous avons parlé de ce que c'est que d'être utilisé, d'être menti, d'être manipulé, comment nous avons découvert, ce que nous avons fait ensuite. Il a été beaucoup partagé. Des femmes ont commencé à nous contacter. Certaines locales, une de Raleigh, une de Charleston, toutes avec des histoires similaires. Des noms différents, mais les mêmes schémas.
Ce n'était pas seulement Brent. Il y avait des dizaines d'hommes comme lui, et nous en avions fini de les laisser s'en tirer. Mais le meilleur, c'est que nous n'avions pas fini. J'avais une dernière carte à jouer. Et elle le frapperait là où ça fait le plus mal, son orgueil, son nom et son héritage. Juste après le lancement du blog, les choses ont commencé à se produire rapidement. Nous n'avons pas publié de nom, du moins pas au début. Juste nos initiales, les chronologies et les choses dont nous nous souvenions le plus. Les mensonges, les excuses, la façon dont tout s'est démêlé. C'était une thérapie. C'était la justice. Et c'était comme du pouvoir. Mais Brent n'était pas stupide. Il savait que c'était à propos de lui. Et quelques jours après que le blog ait gagné en popularité, il a de nouveau montré son vrai visage. J'ai reçu une lettre d'avocat. Elle est arrivée dans une enveloppe craft avec le nom de son avocat en haut. Contenu diffamatoire, détresse émotionnelle, fausses accusations. J'ai ri. J'ai vraiment ri aux éclats. L'homme qui m'avait dit d'avorter notre enfant pleurait maintenant à propos de détresse émotionnelle. Je l'ai envoyé directement à Dedra. Elle n'était pas amusée. Elle était furieuse. Il veut jouer à des jeux? Jouons. La même semaine, elle a demandé une audience d'urgence. Nous avions maintenant suffisamment de preuves pour intenter une action pour abandon, cruauté mentale et adultère. Nous avons également fait pression pour une pension alimentaire provisoire. Et parce que j'étais enceinte, le juge nous a effectivement programmés rapidement. Mais voici où ça devient meilleur. Et plus compliqué. Il s'avère que Brent cachait quelque chose d'encore plus gros. Quand je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il était enfant unique. Il a dit que ses parents l'avaient eu tard dans la vie et qu'il n'avait jamais eu de frères et sœurs. C'était un mensonge. Il avait un frère. Un demi-frère, en fait, du premier mariage de son père. Il s'appelait Mark. Je ne l'aurais pas su si Léa ne m'avait pas envoyé une photo qu'elle avait trouvée sur un vieil album Facebook. Elle montrait Brent adolescent, debout à côté d'un enfant qui lui ressemblait, mais plus grand, plus costaud. La légende disait, Brent et Mark, frères au lac. 2004, je l'ai envoyé à Dedra. Elle a tiré quelques ficelles, a fait des recherches et a découvert que Mark était éloigné de la famille depuis des années. Il y avait des rumeurs de conflits familial à propos d'argent, d'héritage et de propriété. Un drame classique de petite ville dont personne ne parle, mais que tout le monde connaît. Alors j'ai trouvé Mark. Il vivait à Asheville, travaillait dans un magasin de pièces détachées automobiles, avait une vie simple. Je lui ai envoyé un email. Je lui ai juste dit que j'étais la femme de Brent et que j'avais des questions. Il a accepté de me rencontrer. Nous nous sommes assis dans un restaurant juste à côté de LI 40. Il portait une casquette de baseball basse sur le visage, comme s'il ne voulait pas être vu. Je n'ai aucune affection pour Brent, a-t-il dit avant même que je commande un café. Il m'a dit que leur père, Lou, possédait un terrain considérable de plus de 100 acres, transmis par son propre père. Il y a des années, quand Mark était à l'université, Brent et Janice ont convaincu Lou de changer le testament. Ils ont dit que Mark était irresponsable et qu'il se fichait de la famille. Mark a tout perdu. Ils l'ont complètement exclu. Brent a promis de partager plus tard, mais ne l'a jamais fait. Il a vendu une partie du terrain il y a 5 ans pour un profit et a tout gardé. Janice a soutenu cela. Lou est resté silencieux. J'ai toujours pensé que le karma le rattraperait, a dit Mark. On dirait que c'est enfin arrivé. C'est alors que quelque chose a fait tilt. Si Brent pouvait me mentir à Léa, à Cassie, à son propre frère, à qui d'autre avait-il menti? Je me suis souvenu du jour où il m'avait dit qu'il voulait commencer une vie avec moi dans cette maison. Comment il était si impatient de se marier et comme ses parents avaient agi bizarrement quand nous l'avons fait. Alors j'ai demandé à Dedra de se renseigner sur le titre de propriété de la maison. Devinez quoi? Mon nom n'y figurait pas. Même si nous étions mariés quand il l'a acheté, il a gardé l'acte à son nom uniquement. Il ne m'a jamais ajouté. Ne me l'a jamais dit. Mais ça a empiré. Brent prévoyait de vendre la maison depuis des mois. J'ai trouvé un email où il demandait à un agent immobilier d'attendre que les choses se calment avec sa femme avant de la mettre en vente.
Cela expliquait les sacs poubelles. Le comportement froid. La soudaine pression pour me faire partir. Il ne voulait pas seulement mettre fin aux choses. Il voulait m'effacer. Discrètement, sans laisser de traces. Mais maintenant, j'avais des preuves. Et Dedra avait une stratégie. Nous avons déposé une injonction pour empêcher la vente de la maison. Elle a été accordée. Brent s'est présenté au tribunal avec les cheveux gominés en arrière et un costume bon marché, faisant semblant d'être celui qui était attaqué. Le juge n'y a pas cru. Pas après que nous ayons présenté les textos, les photos, les preuves du blog, le témoignage de Léa et Cassie, et même une déclaration de Marc confirmant le schéma de comportement remontant à des années. Le juge a ordonné une pension alimentaire provisoire, a gelé la vente de la maison et a fixé une date pour la procédure complète de divorce. Brent avait l'air de vouloir disparaître. Mais je n'avais pas fini. Janice, sa mère, la reine des insultes, la femme qui m'avait traité de moins que rien, j'avais quelque chose pour elle aussi. J'avais surpris une conversation une fois, quand nous étions jeunes mariés. Brent et Janice étaient dans la cuisine en train de chuchoter. Je n'ai saisi que quelques mots, ne le dis pas Harry. Argent liquide du chalet. À l'époque, je n'y avais pas prêté attention. Maintenant, je me souvenais. La famille de Brent possédait un petit chalet de location dans les montagnes. Rien d'extraordinaire, mais ils insistaient toujours sur le fait que c'était juste pour les amis. Sauf que j'avais vu des gens y séjourner, des étrangers. Une fois, j'ai même vu une annonce sur Facebook sous un faux nom. Alors je l'ai dit à Dedra. Elle a appelé quelqu'un qu'elle connaissait au fisc. Pour faire court, il ne déclarait pas du tout les revenus locatifs. Ça faisait des années. Soudain, Janice n'était plus seulement une belle-mère méchante. Elle faisait partie d'une affaire de fraude fiscale. Je n'ai même pas eu à lever le petit doigt. Une fois que le fisc a eu vent de l'affaire, c'est devenu leur problème. Et je me suis assise et j'ai regardé. Un autre rebondissement. J'ai reçu un appel du travail de Brent. La directrice des RH. Elle a dit que Brent avait démissionné. Démissionné. C'est le mot qu'ils ont utilisé. Mais je savais ce que cela signifiait. Soit ils l'ont poussé dehors discrètement, soit il s'est enfui avant qu'ils ne puissent le licencier. Sa vie s'écroulait morceau par morceau. Emploi perdu. Propriété gelée. Ordonnances du tribunal qui s'accumulaient. Petites amies qui partaient. Réputation en ruine. Et le bébé qui continuait de grandir, toujours fort. J'ai commencé à avoir un ventre rond vers la 16e semaine. J'ai frotté mon ventre et j'ai murmuré au petit, nous allons bien nous en sortir. Mais il me restait une dernière action. Une action qui détruirait le peu de réputation qu'il lui restait et le forcerait à faire face à chaque mensonge, chaque trahison et chaque once de douleur qu'il avait causé. Parce que maintenant, j'avais toute la vérité. Et je n'avais pas peur de l'utiliser. La date du tribunal pour le divorce est arrivée rapidement. Brent n'avait pas de travail, pas de revenus et nulle part où se cacher. Dans les semaines qui ont précédé, Dietra a construit un dossier qui a fait lever les sourcils même à l'huissier. Elle a tout exposé, l'infidélité avec Léa, Cassie et d'autres. La tentative de vendre secrètement la maison. Le fait de m'avoir expulsée illégalement pendant que j'étais enceinte. La pression pour avorter. La violence psychologique. Les revenus cachés de la location illégale du chalet de sa famille. La falsification du titre de propriété de la maison pour m'exclure. Et pour faire bonne mesure, elle a ajouté des témoignages de Léa, Cassie, Marc et même mon gynécologue obstétricien, qui a documenté le stress que j'avais subi. Brent est entré dans cette salle d'audience avec un avocat différent. Son avocat coûteux l'avait laissé tomber. Il ne pouvait pas payer. Il avait l'air mince, pâle, nerveux. Janice était assise derrière lui, toujours suffisante, toujours portant ses perles comme si elle était quelqu'un d'important. Mais il n'était pas prêt pour ce qui allait suivre. Marc est entré dans la salle d'audience, mon témoin. Le demi-frère de Brent, celui qu'ils avaient renié. Il a témoigné sous serment sur la façon dont Brent et Janice avaient conspiré pour l'exclure du patrimoine familial. Il a apporté des copies de vieux emails et un message vocal de Janice disant à Lou de garder ce bâtard hors de nos affaires.
On aurait pu entendre une mouche voler. Puis la fonctionnaire du fisc a témoigné. Une femme discrète avec des lunettes. Elle a confirmé une enquête active sur les revenus non déclarés du chalet. Des milliers de dollars au fil des ans, des amendes en attente, peut-être des accusations criminelles si cela continuait. Janice est devenue blanche comme un linge. Puis est venu le jugement. Le juge n'y est pas allé de main morte. Il a dit que ce que Brent avait fait était une campagne cruelle et calculée pour effacer sa femme et son enfant à naître de sa vie, tout en trompant plusieurs femmes. Il m'a accordé tous les droits sur la maison. Aucun rachat requis. Il a dit que Brent avait perdu tout droit en raison de sa mauvaise conduite. J'ai obtenu une pension alimentaire. Une pension alimentaire pour enfants calculée sur la base du dernier revenu déclaré de Brent, et non sur son statut actuel de chômeur. Il a essayé de discuter, mais le juge l'a interrompu. Il a ordonné des arriérés de paiement de milliers de dollars. Le meilleur ? Le juge a statué que toute vente des terres restantes de la famille, y compris ce chalet, pouvait être gelée jusqu'à ce que le fisc ait terminé son audit. Cela signifiait pas de vente rapide, pas d'argent qui disparaît. Janice a dû engager un avocat fiscaliste. Je pouvais voir la peur dans ses yeux pour la première fois. Une vraie peur. Après le tribunal, Brent m'a suivi dans le couloir. « Ray, on peut parler ?» a-t-il demandé. Doucement, mon garçon. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu n'as plus le droit de m'appeler comme ça. Il a baissé les yeux. J'ai foiré. Je ne le voulais pas. Tu le voulais, tout ça, les jeux interrompus. Tu voulais que je parte. Tu m'as laissé sous la pluie alors que j'étais enceinte. Tu as menti à toutes les femmes de ta vie. Et maintenant, tu veux de la sympathie ? Il n'avait rien à dire. Alors je suis partie. C'était la dernière fois que je lui ai parlé en personne. 3 mois plus tard, j'ai donné naissance à une petite fille en bonne santé. Je l'ai appelée Iris. Elle avait mes yeux. Elle dormait recroquevillée en boule, comme si elle savait déjà que le monde n'était pas toujours gentil. Brent n'était pas là. Il n'a jamais appelé. Il n'a jamais envoyé de cadeau. Rien. Mais voici le dernier rebondissement. J'ai envoyé un faire-part de naissance à Janice. Non pas parce que je voulais qu'elle soit impliquée, mais parce que je voulais qu'elle voie ce qu'elle avait jeté. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste, écrite à la main. Elle venait de Lou, le père de Brent. Il s'est excusé, a dit qu'il avait été faible, qu'il avait laissé sa femme et son fils marcher sur les gens, que Marc aurait dû avoir sa part et que je n'avais jamais mérité ce qu'il m'avait fait. Dans l'enveloppe se trouvait un chèque de banque de 10 000 $ et un mot pour Iris. Pas pour Brent, pas pour Janice, pour l'avenir que tu construis. Je ne l'ai jamais encaissé. Je l'ai encadré, parce que c'est ce que toute cette histoire est devenue. Un symbole. Un symbole que peu importe à quel point les gens essaient de vous enterrer, la vérité finit toujours par refaire surface. Brent a essayé de m'effacer, de me transformer en une note de bas de page dans son histoire. Au lieu de cela, je l'ai transformé en un récit édifiant. Son nom a été discrètement mis sur liste noire dans son secteur. Personne ne voulait du drame. Léa m'a dit que son ancienne entreprise refusait de lui donner une référence. Cassie a publié son histoire publiquement. Il a essayé de sortir avec d'autres femmes, mais toutes les femmes de la ville étaient déjà au courant. Maintenant, il travaille à temps partiel dans un atelier automobile, vit dans un petit appartement loué près de l'autoroute. Janice ne se montre plus en ville. Le fisc leur a infligé plus de 70 000 $ d'arriérés d'impôts et de pénalités. Leurs précieuses terres familiales sont divisées. Marc a maintenant un avocat et une réclamation. Quant à moi, j'ai lancé une petite entreprise à domicile, vendant des articles de puériculture faits à la main, des couvertures personnalisées. Ça a marché. Léa et Cassie sont maintenant des amis proches. Nous nous appelons le Club de rétablissement. Nous nous réunissons une fois par mois. Nous rions. Nous pleurons. Nous nous rappelons les unes aux autres que nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes des survivantes. Et chaque fois que je tiens Iris dans mes bras, je me souviens de la nuit où je me tenais sous la pluie en murmurant « J'élèverai ce bébé sans toi ». Et je l'ai fait. Mais pas seulement sans lui.
Je l'ai élevé avec force, vérité et feu. Et c'est quelque chose que Brent et sa mère ne comprendront jamais.